Déclarer ses revenus. Inquisition fiscale ou rituel de papier. Retour sur un siècle de guerre et de conquête de l'impôt. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien Nicolas Delalande avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Déclarer la guerre ou déclarer sa candidature, déclarer sa flamme ou déclarer ses revenus, c'est toujours rendre les choses manifestes par un acte de langage. Depuis le Moyen-Âge, cet acte de langage se matérialise dans un écrit administratif qui évalue les fortunes pour calculer proportionnellement l'impôt. Au moment où se dématérialise la déclaration d'impôt par l'essor du prélèvement à la source, il est intéressant de faire l'histoire de cet objet, la feuille d'impôt. C'est l'histoire de l'inquisition fiscale, c'est-à-dire de la capacité qu'a l'État de se donner les moyens administratifs et scripturaires d'enquêter. C'est d'ailleurs au lendemain de la Première Guerre mondiale que se livrent les dernières batailles de l'impôt. C'est le nom du livre de Nicolas Delalande que l'on écoute aujourd'hui, un historien de l'État, des inégalités économiques et des solidarités sociales au XIXe et XXe siècle. Alors la première fois qu'en France, des citoyennes et des citoyens ont reçu cette déclaration de revenus date de 1916. Donc il y a un tout petit peu plus d'un siècle, les contribuables ont reçu pour la première fois ce formulaire qui était complètement inédit, neuf. Donc il faut imaginer leur incompréhension. Comment remplir l'ensemble de ces cases qui souvent nous donnent mal à la tête, où il faut à la fois se souvenir de l'ensemble des revenus qu'on a gagnés au cours d'une année, déclarer, détailler la forme, la taille de sa famille, de ses responsabilités et de ses charges. Et donc des avis, des notes étaient adressés aux contribuables pour les familiariser avec l'ensemble de cette nomenclature, de ces termes et de ces pratiques qui étaient relativement nouvelles. Donc c'est une sorte d'obligation, mais aussi un rituel qui, tous les printemps, nous confronte à la question à la fois de notre situation économique individuelle et puis nous demande de donner des informations à l'administration. C'est un moment qui a été historiquement construit et qui a environ à peu près un siècle et qui notamment date de la création de l'impôt sur le revenu. Parce qu'auparavant, et ce depuis la Révolution française, le principe qui avait été établi, c'est que l'administration pouvait calculer l'impôt, mais sans rentrer dans la vie privée des individus. Auparavant, les agents de l'administration devaient, par tout un ensemble de signes extérieurs, essayer de deviner, de donner une approximation de ce qu'avaient dû être les revenus des personnes pour tenter de calculer leur impôt. Là, ce que veut l'administration à partir de la déclaration, c'est de connaître précisément le montant des revenus gagnés par chacun. Alors souvent, le moment où l'on reçoit cette déclaration peut provoquer un peu d'amertume, voire de colère. Où est l'argent? La question n'est pas nouvelle. À partir du XIIe siècle, l'Europe tout entière est gagnée par une obsession comptable qui accompagne le développement des communes et des États. En France, en Italie, en Castille, en Angleterre comme ailleurs, elle se traduit par la multiplication de documents fiscaux destinés à inventorier, mesurer, cartographier les richesses pour mieux pouvoir les taxer. État des feux, livres d'estime, rôles de taille, compois, pipe rolls anglais, pouillés diocésains et cadastres urbains des communes italiennes, plusieurs siècles avant la naissance de la déclaration d'impôt, c'est déjà sur des feuilles de papier que se joue l'emprise du pouvoir. Les méthodes sont les mêmes qu'au XXe siècle, la déclaration et l'enquête portées par la même rhétorique du bien commun. L'objectif aussi est le même. Ce n'est pas un hasard si après des années de débats, c'est au beau milieu de la Première Guerre mondiale qu'on adopte enfin l'impôt sur le revenu. Depuis le Moyen-Âge, guerre et impôt vont main dans la main.
On taxe pour financer la guerre et les contestations face à l'impôt s'estompent face à l'urgence du conflit. Avant 1914, l'impôt sur le revenu n'existant pas, il n'y avait pas ce qu'on appelait de taxation directe des revenus. Et donc l'État, pour se financer, s'appuyait sur tout un ensemble de taxes, d'impôts, qui pesaient essentiellement sur la consommation. C'était le plus simple, c'est-à-dire que vous achetiez de l'alcool, du sel, il y avait une taxe, l'équivalent de l'actuelle TVA, qui était imposée. Donc vous avez ici une feuille qui s'intitule « La journée du prolétaire », publiée par un parti anti-républicain à la fin du XIe siècle, qui montre, et c'est une forme très courante à l'époque de dénonciation du poids de l'impôt, que tous les actes de la vie quotidienne, à tous les moments de la journée, se voient frappés d'un impôt différent. Quand il se lève, il prend du café, il y a une taxe qui est imposée. Ensuite, l'ouvrier prend son vélo, les bicyclettes sont imposées à partir de la fin du XIXe siècle. Il prend ensuite de l'alcool, du vin, parce que c'est essentiel dans le régime alimentaire de l'époque. Alors, contre cette multiplicité des taxes et des impositions, le grand projet des Républicains, depuis 1848, c'est, dans leurs termes, de créer ce qu'ils appellent un grand impôt civique, un impôt unique sur le revenu qui permettrait de simplifier l'ensemble de ce système et de construire un impôt beaucoup plus juste. Ce sont des idées qu'on trouve notamment dans les très nombreux ouvrages de théorie républicaine ou les manuels d'instruction civique et morale. Un des premiers exemples est celui rédigé par le grand penseur républicain Charles Renouvier en 1848 qui s'intitule « Le manuel républicain de l'homme et du citoyen ». Donc, comme beaucoup d'ouvrages de l'époque, les républicains s'interrogent sur les devoirs des citoyens. Et parmi ces devoirs fondamentaux, il y a le devoir militaire, la conscription. Deuxièmement, le devoir scolaire, l'obligation scolaire. Et troisièmement, le devoir de payer l'impôt. Et donc, le paiement de l'impôt est vu comme un grand geste civique, un geste d'inclusion patriotique, d'où le fait que la déclaration, cette déclaration donc, qui est ici présente, est pour eux un grand moment, non pas seulement de souffrance individuelle ou un grand moment administratif, mais c'est pour eux un geste justement dans lequel le citoyen fait la preuve de ce qu'ils appellent la vertu républicaine. Alors les républicains prônent l'adoption de ce grand impôt sur le revenu. Ils vont se heurter à énormément de réticences. À droite, bien sûr, les critiques sont attendues. Ce qui est beaucoup utilisé dans les débats dans les années 1900 et jusqu'en 1914, c'est la métaphore du pressoir. L'idée que l'impôt sur le revenu, ça serait un nouveau moyen donné à l'État pour pressurer les contribuables, et donc ça serait une mise en danger de la liberté. L'autre critique, c'est bien sûr la possibilité donnée à l'État lui-même d'entrer dans le secret des affaires privées. Donc c'est un thème qui est très bien mis en avant dans toute une série d'affiches, de tracts, qui sont publiés dans les années 1910-1914. Par exemple, dans cette affiche intitulée « L'impôt personnel et inquisitorial sur le revenu », sous-titrée « Haut les mains ». Dans le même contexte, lorsqu'on débat de ces questions-là, a lieu, notamment en Champagne, une révolte de vignerons qui protestent contre la dégradation de leurs conditions de vie. Et on a ici des cartes postales de 1911 qui montrent les vignerons de Champagne. Et pour protester, que font-ils? Ils organisent des bûchers dans lesquels ils vont brûler leurs feuilles d'impôt. Donc en brûlant ces documents, évidemment, on veut symboliquement montrer cette résistance, cette opposition. C'est bien vous. Ah oui, oui, oui. Et alors? Bah et alors, je me suis procuré la carte de cet établissement et 3 assiettes de caviar à... Quoi, ton caviar? Qui vous dit qu'on a bouffé du caviar? Tenez, regardez, le petit grain noir dans les assiettes. Un intrus fâcheux, indiscret et inflexible. Voici le contrôleur des impôts. Cette figure satirique que le cinéma nous a rendue familière, on en trouve l'origine dès la mise en place de l'impôt sur le revenu. La déclaration était certes censée replacer la confiance et la vertu civique au cœur de la fiscalité républicaine, mais les figures opposées du fraudeur et du contrôleur sont là d'emblée pour nous rappeler la part d'ombre de cette histoire. Défiance et dissimulation. Le principe de cet impôt nouveau est aussi intrusif qu'inédit. Fini les signes extérieurs de richesse, l'administration viole l'intimité des foyers et des modes de vie. Le fisc, surtout, doit rapidement recruter en nombre des agents inexpérimentés.
Tout au long du 19e siècle, on s'était efforcé de faire du percepteur une figure de justice et de conciliation habile à apaiser les contestations populaires. Tout à coup, ce sont des hordes d'apprentis contrôleurs qui menacent de pénétrer dans les foyers pour y appliquer un impôt nouveau et impopulaire. Du pain béni pour la caricature comme pour l'opposition. Jusqu'aux années 30, le paiement de l'impôt et la formalité de la déclaration reposent très largement sur la bonne volonté des contribuables. Parce qu'en réalité, la sévérité, la réalité des menaces est encore limitée. C'est par exemple ce qui illustre un disque célèbre de l'époque, une chanson écrite par Georges Milton. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons des mines de Gruyère et les pots de vin que tu as reçus. As-tu déclaré tes revenus? Cette question que pose Milton à ses auditeurs, bien sûr, c'est sur un mode humoristique et léger, le fait que cette déclaration devient une sorte de tourment qui s'empare des individus chaque année et qui en même temps n'est pas encore si contrôlé que ça, puisque l'administration dispose de moyens qui restent encore limités à l'époque. Dans les années 1920 et 1930, à mesure que plusieurs pays en Europe, mais aussi aux États-Unis, se dotent d'impôts beaucoup plus lourds sur les revenus, on voit se développer les pratiques dites d'évasion fiscale ou d'exil fiscal, avec des possibilités de dissimulation, mais aussi des stratégies qui conduisent les plus fortunés à placer leurs revenus à l'étranger pour ne pas avoir à les déclarer. Un des pays qui fait parler de lui dès les années 1920, c'est la Suisse, notamment, qui, dans l'Europe, voyant la plupart de ses voisins taxer très lourdement les revenus ou les patrimoines, va proposer à des contribuables aisés de venir placer leurs revenus ou leurs fortunes dans les banques suisses en leur garantissant en échange le principe du secret fiscal qui leur permettrait justement de ne pas avoir à déclarer ce qu'elles gagnent ou ce qu'elles ont accumulé aux autorités dont elles dépendent. Vous avez ici, on peut notamment retrouver dans les archives de très nombreux tracts ou prospectus. Cette société de gérance financière qui est basée à Genève invite ses clients en des termes feutrés, un peu dissimulés, à venir lui rendre visite au cas où ceux-ci seraient amenés à passer leurs vacances en Suisse. Évidemment, c'est une façon, en réalité, détournée d'inviter à l'évasion fiscale et à l'exil fiscal. Et il y a plusieurs scandales qui éclatent dans les années 30, par exemple en 1932, où on jette une lumière très crue sur ces comportements inciviques de la part des élites, dont les noms sont publiés dans les journaux, et qui, en fait, utilisent ces banques suisses pour contourner leurs obligations. Monsieur le Premier ministre, il est devenu difficile ces temps derniers de parler avec vous de votre politique sans parler d'abord de vous-même. Alors vous voudrez bien m'excuser si je vous pose pour commencer quelques questions indiscrètes. Les Français ont entendu dire que vous ne payez pas d'impôts ou en tout cas que vous n'en payez pas assez. En février 1972, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas est amené à s'expliquer à la télévision sur les revenus qu'il déclare au fisc. En cause, la publication quelques mois plus tôt de la feuille d'impôt du Premier ministre dans un article du Canard enchaîné titré « Radioscopie du contribuable Chaban-Delmas ». Une arme que le journal satirique n'hésite pas d'ailleurs à employer régulièrement. En septembre 1989, par exemple, ce sont les feuilles d'impôt du PDG de Peugeot, Jacques Calvé, qui sont dévoilées au public dans un contexte de grave conflit social. Et nous ne nous étonnons plus guère aujourd'hui de voir paraître dans la presse le détail des patrimoines, des revenus et des impôts de nos dirigeants ou des candidats aux élections. Transparence ou indiscrétion, on est bien loin en tout cas du temps où l'inquisition fiscale semblait une aberration. Alors c'est une source d'information qui donne des chiffres, des éléments très concrets, qui peut notamment permettre d'offrir une représentation de la société non pas seulement en classe ou en groupes sociaux, mais par des fractions de la population selon l'endroit où elle se situe justement dans la hiérarchie des revenus. C'est un objet crucial d'histoire politique, d'histoire culturelle, qui permet de rentrer à la fois dans la vie des familles, de comprendre leurs angoisses, leurs stratégies, leurs conflits, mais aussi de rentrer au cœur de l'histoire de la République, de la solidarité et de la démocratie. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire.
Si la déclaration d'impôt a été perçue comme une intrusion de l'État dans la vie privée, il semblerait que la population ait été moins réticente à céder ses informations personnelles aux géants du web. Cela fait déjà longtemps que les militants, les associations et les ONG pointent le problème. Notamment la collecte illicite de données par Cambridge Analytica pour la campagne de Donald Trump. Amnesty International a mené un sondage en 2019 auprès de 10 000 personnes et dans 9 pays différents, qui révèle que 7 personnes sur 10 souhaitent que les gouvernements réglementent les activités des géants de la technologie. Les gens aimeraient donc un retour interventionniste de l'État pour éviter que leurs données ne soient utilisées par des entreprises privées, mais aussi par l'État. Et oui, car un tiers des personnes interrogées craignent que leurs données ne soient utilisées pour influencer leurs opinions politiques. Si la méfiance envers les autorités n'est pas écornée, les gens attendent aussi d'elles la protection et la garantie de leur liberté. La recherche historique est un sous-produit de l'administration, affirmait malicieusement l'archiviste Yves Perrotin. Et de fait, les archives produites par l'administration fiscale sont ensuite disponibles pour le travail des historiens. Notamment ceux qui, comme l'économiste Thomas Piketty, veulent calculer les revenus pour mesurer l'accroissement des inégalités. Or justement, la feuille d'impôt, c'est un instrument démocratique pour la redistribution fiscale. Si on n'y voit plus que l'intrusion indélicate de l'État dans le secret des fortunes, c'est qu'on sacralise la propriété, comme le font les sociétés politiques depuis le XIXe siècle, et avec beaucoup d'inventivité politique. C'est ce que montre Thomas Piketty dans son dernier livre, justement, comme quoi les batailles de l'impôt sont encore à mener.